TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la frontière maritime Togo-Ghana. La commission technique vient à nouveau de se réunir, et cette fois à Lomé. Où en est-on dans les négociations? Réponse tout à l'heure du ministre Edem Kokutenge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, invité du 20h. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Les enfants, oui, ça leur arrive aussi. La prison, parce que en délicatesse avec la loi, mais faut-il toujours systématiquement avoir recours à la prison pour les corriger? Des voies prônent une ou des solutions alternatives. C'est le dossier de cette édition. Et puis, les communautés à la base, on en parle aussi ce soir à la faveur de la conférence internationale sur les politiques publiques. Travaux ouverts à l'OB ce jeudi sur les orientations de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Ndobé. Voilà, Madame, Messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Un journal que nous ouvrons avec cette visite à Londres du chef de l'État pour le sommet mondial sur l'éducation. Oui, le président de la République Faure Gnassingbé participe depuis ce jeudi à Londres, au Royaume-Uni, au sommet mondial sur l'éducation. Cette rencontre internationale initiée par Global Partnership for Education verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des partenaires multilatéraux ainsi que des membres des organisations de la société civile et du secteur privé. Le Global Partnership for Education, c'est le plus grand fonds mondial dédié à l'éducation. Le sommet vise à faire le bilan des progrès réalisés, des défis à relever dans le secteur de l'éducation fortement impacté par la crise sanitaire. Il a pour ambition de mobiliser des fonds et de recueillir des promesses de contribution des bailleurs internationaux. L'éducation, vous le savez, est au cœur d'une croissance inclusive et durable, d'économies diversifiées et de sociétés stables. Le président de la République, Faure Gnassingbé, présentera à l'occasion les enjeux de la réduction des inégalités en milieu scolaire et de la mise en place des politiques pouvant aider les enfants à développer leurs compétences. Il fera partager l'expérience togolaise en matière de promotion de l'éducation préscolaire ainsi que les actions menées dans le cadre de la politique nationale de la petite enfance qui ont permis de plus que doubler le taux de couverture de préscolaire en 5 ans. Nous reviendrons bien évidemment en image sur cette visite du président Faure Gnassingbé à Londres. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure. Direction donc la frontière Togo-Ghana. Attention, il ne s'agit pas de la frontière terrestre à Plaou, mais cette fois de la frontière sur la mer. Les deux pays tentent depuis plusieurs années déjà de s'accorder sur un tracé acceptable par tous. La commission technique chargée de délimiter cette frontière vient encore de se réunir à Lomé. C'est la 8e session. Où en est-on dans les négociations? Question à la une ce soir. Réponse dans un instant du ministre Tengue en charge de l'économie maritime. Mais image d'abord de l'ouverture des travaux. Un reportage de Jazim Labaga. L'enjeu principal de ces assises, parvenir à régler à l'amiable l'épineuse question du tracé définitif de la frontière maritime entre le Togo et le Ghana. Sur la table des négociations, la proposition togolaise de la ligne de démarcation en réponse à celle proposée par le Ghana lors de la 7e réunion tenue à Accra en juin 2021. Nous voudrions éviter des arrangements provisoires parce que, vous le savez, dans des négociations comme celle-ci, si vous n'y prenez garde, le provisoire peut devenir définitif. Ce qui importe cette fois, c'est que nous avons examiné la ligne ghanéenne, nous réagirons et nous ferons une contre-proposition qui nous paraît être une solution juste, équitable, susceptible de sauvegarder l'amitié et la fraternité entre nos deux pays. Sauvegarder à tout prix les relations de bon voisinage, mais aussi protéger les intérêts économiques du Togo en mer. Le pays en a fait une priorité pour booster le développement de son économie bleue. La convention de Montego Bay prescrit que chaque pays a droit à une mer territoriale
à une zone économique et à un accès à la haute mer. Il est évident que jusqu'ici, nous avons fonctionné dans l'informel. Et cela a parfois occasionné ce que nous appelons des incidents maritimes mineurs. La logique qui prévaut sur terre équivaut en mer. Chaque pays a des intérêts économiques à sauvegarder. Chaque pays a des intérêts environnementaux à sauvegarder. Et chaque pays a des richesses du sous-sol en mer à sauvegarder. Vous ne pouvez pas vous lever et aller moissonner dans le champ d'autrui. Voilà l'intérêt d'avoir des tracés définitifs. Chacun sait à quoi s'en tenir. L'autre ambition phare de cette 8e réunion, la mise en place d'un sous-comité technique conjoint pour la délimitation de la frontière maritime. Déjà, des avancées majeures sont enregistrées. Les précieux acquis de nos travaux, que sont, entre autres, la localisation du pilier 1 de la frontière terrestre, du pilier P0, point de départ de la frontière terrestre, et la prise en compte dans les arrangements provisoires des préoccupations particulières de nos deux parties, doivent maintenant être consolidées. Notre bonne dynamique doit désormais se conjuguer davantage en convergence de vues sur toutes les questions restées en suspens. Il nous faut notamment trouver des solutions concertées sur la démarcation de la ligne de la frontière maritime ainsi que sur la persistance de certains incidents relatifs aux activités en mer. La partie ghanéenne, représentée par le général Emmanuel Kotia, salue la volonté affichée de part et d'autre pour une délimitation non contentieuse et sans recours aux instances juridictionnelles internationales. Ceci témoigne de la solidité des liens historiques, géographiques et culturels qui existent entre le Togo et le Ghana. Il a salué l'accueil chaleureux qui lui est réservé ainsi qu'à toute sa délégation. Alors, je vous l'annonçais, il est avec nous, monsieur le ministre. Rebonsoir. On vient de suivre le sujet. On a compris que la frontière maritime entre le Togo et le Ghana pose un problème. C'est quoi le problème, monsieur le ministre? Alors, je ne dirais pas que cette frontière pose problème. Je pense juste qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une délimitation précise et claire. Le ministre conseiller pour la mer l'a dit. Jusqu'ici, nous avons opéré dans un cadre plutôt informel. Oui. Et je crois qu'avec les ambitions maritimes affichées du Togo, il était important que nous ayons une délimitation claire et précise pour que le Togo puisse connaître son espace maritime et le mettre au service de son développement. Mais pourquoi aujourd'hui il est si important de délimiter cette frontière, justement? Il est important de délimiter cette frontière parce que je crois que le Togo a placé les questions maritimes au cœur de son développement, notamment l'axe de la feuille de route du gouvernement qui vise à dynamiser la création d'emplois en se fondant sur les forces de l'économie. Donc voilà pourquoi il est important de savoir, puisque l'activité maritime est une activité majeure pour notre pays, donc il était important de délimiter la frontière maritime pour plusieurs raisons, plusieurs des enjeux économiques, comme on l'a souligné dans le reportage, des enjeux économiques liés aux activités de transport maritime, aux activités de pose de câbles sous-marins et à bien d'autres activités, aux activités de pêche qui se déroulent en mer. Donc il est important qu'on ait un tracé clair et précis. Et justement, on a compris également dans le reportage, à travers le reportage, que le Ghana, parce que vous avez eu plusieurs sessions, le Ghana a eu à faire des propositions. Aujourd'hui, le Togo va dans une contre-proposition. En quoi consiste la proposition togolaise? Alors, la proposition togolaise a été faite lors de cette 8e réunion du comité technique. Donc, elle visait, en tenant compte de la première proposition faite par la partie ghanéenne lors de la réunion d'Accra, donc à la 7e réunion du comité technique. Donc, la proposition togolaise visait à faire une proposition qui sauvegarde certains intérêts du Togo en matière environnementale, en matière d'exploration. Je dis bien exploration des fonds marins, en matière d'activité de transport maritime. Vous n'êtes pas sans savoir le rôle important que joue le port autonome de Lomé pour l'économie de notre pays. Et il était important que certaines zones maritimes qui sont importantes pour l'activité du port de Lomé
soit préservé. Justement, on l'a écouté dans le reportage, le ministre conseiller Baba qui disait il n'est pas question qu'on aille moissonner dans le champ d'autrui. Qu'est-ce que le Ghana moissonne chez nous au Togo et le Togo ne veut pas? Non, je crois que ce que le ministre conseiller pour la mer a voulu dire, c'est qu'il faut que chaque État connaisse clairement quelles sont les frontières maritimes afin de s'approprier son espace maritime. Donc, je crois que c'est ce qu'il a voulu révéler. Alors, les tracés maritimes tels que proposés aujourd'hui par la partie ghanéenne empêchent le Togo, par exemple, de jouir d'un droit fondamental, celui reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer, la convention dite de Montego Bay, qui, en son article 76, reconnaît à chaque État le droit d'avoir accès à la haute mer. Et nous estimons que la frontière, la proposition faite par la partie ghanéenne ne permet pas à notre pays d'avoir accès à la haute mer. Donc c'est le but des négociations et de notre contre-proposition pour pouvoir avoir cet accès consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le ministre conseiller l'a dit dans le reportage, cette frontière maritime est exploitée de façon informelle. On sait que nos pêcheurs vont et viennent. Est-ce que ça leur pose problème sur cette frontière-là? Absolument. Le fait de ne pas avoir une délimitation précise des frontières maritimes a été à l'origine de certains incidents en mer. D'ailleurs, au cours de cette 8e réunion du comité technique sur la délimitation des frontières Togo-Ghana, nous avons entrepris que les chefs d'état-major de la marine togolaise et de la marine ghanéenne puissent avoir une autre réunion pour discuter de la manière la plus amicale et fraternelle pour régler ces incidents en mer, qu'il s'agisse de la pêche, de la navigation maritime ou d'autres activités en mer. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes, lorsque vous êtes partie de la même famille, vous avez le même héritage. Et il faut trouver une manière consensuelle de partager cet héritage afin d'éviter un règlement juridictionnel entre deux pays frères devant des juridictions internationales, notamment le tribunal international pour le droit de la mer. Monsieur le ministre Edem Kokoutenge, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Autre destination ce soir, la région de la Kara. Sur place, c'est la saison des pluies, de fortes pluies diluviennes qui causent d'ailleurs des dégâts. Les populations sont sinistrées, elles crient au secours, des cris de détresse entendus. Le chef de l'État a dépêché une mission pour leur apporter assistance. Le récit sur place de Nestor Moujou. Le gouvernement togolais vole au secours des victimes des calamités naturelles de ces derniers mois à travers le pays. Il leur offre des vivres et non-vivres pour leur permettre de se relever. Au niveau de la région de la Kara, plus de 17 600 victimes ont été dénombrées pour être touchées par cette opération d'assistance. Nous avons un sentiment de joie. Nous venons de recevoir des sacs de riz, de maïs, des couvertures et des tôles. Donc cela nous permettra d'arranger nos toits qui sont gâtés et avec le maïs et autres, nous allons essayer de subvenir aux besoins de nos familles. Pour une réponse rapide aux situations de sinistre, le gouvernement a mis en place depuis 2018 le projet d'appui à l'acquisition et au prépositionnement de vivres et non-vivres financé par le PAPV, projet d'appui aux populations vulnérables. Ce projet a considérablement amélioré l'assistance aux personnes victimes de catastrophes et a permis au ministère chargé de l'action sociale de venir en aide à 75 442 victimes à travers l'Agence de solidarité nationale. Le lancement national des opérations de ce projet pour le compte de l'année 2021 a eu lieu le jeudi 15 juillet 2021 à Lomé. La rencontre de ce jour marque le démarrage de l'activité dans la région de la Kara et va se poursuivre dans les autres préfectures les jours à venir. Je voudrais, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, vous exprimer notre profonde compassion et présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu des proches
Cette cérémonie de lancement de l'opération d'assistance aux victimes des catastrophes naturelles et anthropiques dans la région de la Kara a été couplée de la sensibilisation sur les causes de ces sinistres, causes liées au dérèglement climatique dû à la destruction des forêts. La ministre de l'Action sociale a renouvelé à son auditoire l'appel lancé par le gouvernement en début du mois de juin pour un reboisement massif dans le pays en vue d'inverser la tendance. Nous l'avions annoncé dans nos précédentes éditions, après le séminaire gouvernemental et le conseil des ministres tenu à Kara, Madame le Premier ministre a procédé à l'inauguration de Tilbou Lab Kara pour le compte de la région de la Kara. Nous vous l'annoncions donc. Après cette inauguration, la chef du gouvernement a poursuivi dans la COSA une visite de terrain, visite notamment de réhabilitation de la piste d'Awangelo destinée au désenclavement de plusieurs localités. Nous voyons cela en images avec Yves Abouvivi. Sur les traces des travaux de réhabilitation de la piste rurale d'Awangelo dans la COSA, longue de 9 km. Madame le Premier ministre, Victoire Tomega Dogbe et sa délégation ont respecté la règle du gouvernement, faire le suivi des réalisations. Sur le terrain, la délégation a pu constater l'état d'avancement des travaux du tronçon allant de Sumbu à Siouda. Voici l'ancienne piste rendue impraticable par les eaux de ruissellement. La réfection de cette piste permet ainsi le désenclavement des villages riverains et particulièrement le marché local, l'école de formation technique de Siouda et la ferme avicole Rosen. Ici, c'est la ferme avicole Rosen. Madame le Premier ministre a visité la ferme en personne. Donc, nous, on est très contents de l'accueillir ici. La réalisation de cette piste répond aux objectifs de la feuille de route 2020-2025. La réalisation de cette piste nous permettra vraiment d'être en lien avec les objectifs de la feuille de route. L'ensemble du tronçon fait 9 km. Et la première phase de réalisation de ce tronçon fait 3 km. Elle est aujourd'hui réalisée à plus de 95%. Pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans les hameaux les plus reculés du pays, le gouvernement a prévu la construction et l'extension de plus de 4000 km de pistes rurales d'ici à 2025 à travers le PAPR lancé en décembre 2020. À ce jour, plus de 600 km de pistes réalisées. Le suivi de ces projets par cette descente de terrain, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement de joindre l'acte à la parole après le séminaire gouvernemental et le conseil des ministres délocalisés dans la région de la Kara. Justice maintenant, on se croirait à un autre temps, mais le fait est bien de notre époque. Tenez, un père a bien tenté de vendre sa fille de 5 ans, coût de la transaction 90 millions de francs CFA. Arrêté, ce trafiquant a été jugé et condamné ce jeudi. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Eux aussi sont parfois jugés, même condamnés. Aujourd'hui, des voix s'élèvent, des enfants en prison. Non, on peut faire autrement. Comment réinsérer ces enfants délicats dans la société? Les idées sont avancées. Dodo Arène nous en dit plus. Des adolescents qui n'hésitent pas à faire parler d'eux à la justice. Certains commettent des délits graves et d'autres des infractions moins dangereuses. On peut citer le vol, on peut citer aussi le viol, les escroqueries, même l'abus de confiance. Bref, tout ce que l'adulte fait, le mineur aussi le fait. Des actes de délinquance qui leur valent de la prison à moins de 18 ans. Et pourtant, le milieu carcéral n'est pas un lieu pour enfants. Plusieurs sont encore dans le cas, seul moyen de les ramener sur le droit chemin, la réinsertion. Pour éviter que l'enfant ne récidive encore, les efforts sont concentrés surtout au niveau de la réinsertion. Et pour la réinsertion, il faut accompagner l'enfant et ses parents pour pouvoir développer des projets de vie individualisés en accord avec les capacités de l'enfant et faire en sorte que l'ensemble des partenaires qui interviennent puissent accompagner l'enfant. La réinsertion, c'est tout un ensemble qui commence depuis la présentation de l'enfant en conflit avec la loi au juge jusqu'à la prise des ordonnances avec les mesures éducatives que le juge intègre dans son ordonnance. Les donnes ont changé depuis un bon moment. Il ne s'agit plus seulement d'incarcérer, mais d'offrir des services multidisciplinaires à ces enfants. Objectif, réhabiliter le plus tôt possible ces enfants dans la société.
Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un certain épanouissement, surtout quand nous prenons le cas du centre d'accès à l'eau de Kakaveli. Et les enfants, contrairement à la brigade pour mineurs, ils sont dans un centre où ils sont épanouis, où des dispositions sont en train d'être prises pour qu'il y ait même des aires de jeu, pour que l'enfant ne se sente pas en détention, mais plutôt qu'il se sente en famille ou qu'il se sente entouré des personnes qu'il aime. Les autres avancées, c'est notamment les outils qui ont été élaborés pour pouvoir appuyer les infrastructures qui ont été mises en place. Ces outils, non seulement concernent les acteurs de la justice pure, c'est-à-dire le ministère de la Justice, mais tous les acteurs impliqués dans la prise en charge socio-juridique des enfants. Et cette avancée a été concrétisée aujourd'hui par la même vision que la société civile impliquée dans la prise en charge des enfants ont avec nous. De manière à ce qu'on donne une deuxième chance à un enfant, qu'on le ramène dans l'ordre social pour qu'il devienne un acteur prêt à contribuer et à participer au développement de demain. Certains ont déjà fait l'expérience de la prison. Pour la plupart, l'État togolais veut éviter le même calvaire, d'où les mesures alternatives. Un enfant, pas en prison, plutôt à l'école. Autre sujet évoqué ce soir, le numérique. La BOAD et l'UEMOA désormais partenaires pour booster le secteur dans les 8 pays de la zone. C'est un projet sur 3 ans. Il va coûter 20 milliards de francs CFA. Les précisions de Carmen Maggi à Capo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'Union économique et monétaire ouest-africaine mutualisent leurs efforts pour accélérer la transformation numérique dans l'espace communautaire. 30 millions d'euros, soit environ 20 milliards de francs CFA, seront déboursés pour la réalisation de ce projet. L'idée est de doter l'Union d'outils qui favorisent l'émergence d'un écosystème numérique efficace et d'un cadre propice aux investissements dans le secteur du numérique. La vocation de cette initiative est de soutenir le financement de projets de digitalisation des process administratifs et de promotion de l'économie numérique dans les pays de l'UEMOA. Le volume du fonds envisagé est estimé à 30 millions d'euros, constitué de 10 millions d'euros de dons de la KfW, le bras armé de la coopération allemande, et de 20 millions d'euros de la BOAD pour la première phase pour une durée de 3 ans. Ce partenariat entre la BOAD et l'UEMOA est un formidable moyen pour parvenir dans les meilleurs délais à la digitalisation des services publics et privés dans la zone UEMOA. Il s'articule autour de 3 axes principaux: l'amélioration du cadre de l'économie numérique, le développement des services publics numériques et le développement de l'infrastructure régionale du numérique. Il convient par ailleurs de préciser que la réalisation des 8 programmes et projets identifiés dans le cadre de cette convention comme vecteur de développement va assurément concourir à la création de milliers d'emplois et à la résolution des divers problèmes que connaissent aujourd'hui les entreprises et les ménages, particulièrement dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, la BOAD s'est dotée d'un plan stratégique 2021-2025 dénommé Joliba. Le domaine d'éthique, particulièrement celui de la digitalisation, est l'un des principaux axes de ce plan. L'opérationnalisation de la convention qui vient d'être signée va favoriser la croissance économique des États et améliorer les conditions de vie des populations. Notre santé à présent et un tour au CHU Campus Lomé. Les opérations de dépistage des hépatites B et C ont commencé depuis hier sur place. Elles marquent ces opérations la journée de lutte contre ces hépatites virales. Le dépistage est gratuit. Le constat, Magloire Akoué, Sandra Ziabé. Une
Une séance de dépistage pour mesurer le taux de prévalence d'une maladie, l'hépatite B et C. L'opération s'est déroulée au CHU Campus. Les patients testés négatifs se font vacciner sur place pour s'immuniser contre le virus de l'hépatite. Heureusement, je suis négatif et je me suis fait vacciner pour éviter les dommages de l'hépatite B. J'invite tout le monde à venir se faire dépister pour connaître leur cas et s'il faut le prendre en charge pour éviter les cirrhoses de foie et autres maladies. Les patients testés positifs sur le site sont pris en charge et se font consulter pour un meilleur suivi. La campagne est gratuite. Une manière de marquer la journée mondiale de lutte contre l'hépatite est de faire face aux complications de cette infection virale qui provoque la cirrhose et le cancer de foie. Il y a un gros souci avec cette affection. Je prends par exemple l'hépatite B où nous avons, selon les études disponibles, une prévalence qui varie entre 16 et 25%. Et par rapport aux hépatites C, une prévalence qui tourne autour de 4%. Et ces virus sont source de complications redoutables. La cirrhose à elle seule fait 35% de nos hospitalisations. Vous voyez que nous sommes devant un problème assez important, assez grave. Et donc pour pouvoir minimiser cette prévalence élevée, nous avons voulu faire des activités de prévention afin que les gens ne tombent pas malades pour venir à nous lorsqu'ils sont déjà dans une situation très compliquée, ou bien prendre en charge les gens pour que ces virus-là qu'ils portent ne puissent pas les conduire dans ces situations critiques-là que sont la cirrhose ou le cancer du foie. Positif, nous leur proposons une prise en charge. Mais ceux qui ne sont pas porteurs de ces virus-là, nous proposons aux patients d'aller se faire vacciner. Le sang est le facteur de transmission de l'hépatite B et C. La vaccination est le moyen le plus efficace pour lutter contre cette infection virale. Et quant au Covid-19, eh bien voici le tableau que présente à ce jour 29 juillet la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 15 522 avec 129 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 338 avec 66 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1034. Le nombre de décès est de 150. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. C'est jeudi aujourd'hui et c'est aussi sport dans cette édition. Bonsoir Jean Kofi et Dédi qui nous a rejoint. Bonsoir Jason. Merci Jean. On va parler d'abord des Jeux olympiques et ça se passe plutôt mal pour nos athlètes. Oui, Jason, sur les 6 athlètes qui représentent le Togo à ces Jeux olympiques au Japon, les 2 premiers à entrer en compétition n'ont pas atteint leurs objectifs. Claire Aïvon et en aviron et Fanny Dodi au tennis de table sont donc éliminés. Les espoirs sont désormais portés sur les 4 autres dont certains compétissent demain. Les détails avec Aflib Johnson. On n'a pas été favorable à Claire Aïvon, première athlète togolaise à se produire aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Celle qui était pourtant le grand espoir de médaille du Togo n'a pas fait le poids devant ses concurrentes dans l'épreuve d'aviron 2 km skiff d'ab. 5e et dernière des séries éliminatoires, la championne du Togo 2015 a dû être repêchée. Une seconde chance qu'elle n'a pas su exploiter à bon escient. Cette fois, Clara Kossio-Aïvron a terminé au 4e rang sur 5. Adieu le rêve de médaille. La rameuse togolaise devra se contenter néanmoins de barreaux d'honneur pour espérer améliorer son classement à ses JO et au plan mondial. Au tennis de table, la sortie de Fanny Dodi face au Croate Andrei Garcina n'a pas produit les résultats escomptés pour le Togo. Le numéro 1 togolais s'est lourdement incliné sur le score de 4-7 à 0, 5-11, 6-11, 3-11 et 11-13. L'aventure japonaise tourne court pour le pongiste togolais. 2 autres athlètes togolais entrent en lice ce 30 juillet 2021. Il s'agit du coureur du 200 mètres Fabrice Dabla et du nageur 50 mètres nage libre Damien Otogbe. Quant aux Paralympiques, Aliou Bawa en powerlifting et Kouméalo Kabissa au lancer de disque et javelot, ils attendent encore le coup d'envoi des épreuves.
Ça démarre le 24 août. Alors, Jean, retour chez nous au Togo après les Jeux Olympiques loin de Tokyo. On parle maintenant de Kégué, du stade de Kégué, avec le technicien d'entretien qui revoit leur manière de nettoyer. Tout à fait, Jason. C'est donc à travers un atelier qui a pour but de former des agents locaux en vue d'assurer une bonne gestion du stade de Kégué après le départ de la mission chinoise. Une initiative de la direction des infrastructures, des équipements sportifs et des loisirs en collaboration avec le ministère en charge des sports. Compte rendu à Tchou Saba. Après les travaux de rénovation du stade de Kégué par l'entreprise chinoise Wong, il s'avère nécessaire de former les agents locaux pour assurer l'entretien et la maintenance des installations après le départ de l'équipe technique chinoise. Pour ce faire, la direction des infrastructures, des équipements sportifs et des loisirs a organisé une série de formations de renforcement de capacité à l'endroit des techniciens togolais. L'objectif de cette session de formation à l'endroit des agents du stade de Kégué est de renforcer leur capacité d'intervention dans les domaines de maintenance et de gestion des installations du stade de Kégué. Une chose est de construire un stade et de le maintenir pour sa durabilité. Le directeur technique du stade de Kégué en est conscient. Nous avons vu un plan global du stade. Dans ce plan global, il y a la pelouse, la première des choses que nous voyons. Ils ont étudié comment maintenir la pelouse au propre. Nous nous sommes dirigés sur les canalisations, en nous. Et ils ont cerné ça. Nous sommes partis aux côtés de l'électricité. Ça aussi, disons, ils ont cerné ce point. Les bénéficiaires, eux, n'en demandaient pas mieux. C'est une formation très enrichissante parce que chacun a son domaine donné. Mais en dehors de ça, nous avons appris aussi à d'autres domaines. C'est ce qui fait la richesse de cette formation-là. À la fin de cette session de formation, les techniciens ont obtenu une attestation de participation. Pour immortaliser la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs a remis à titre symbolique un trophée au premier responsable de la mission chinoise. Merci beaucoup, Jean. À jeudi pour d'autres infos au sport dans le 20h. L'actualité chez nous, je vous l'annonçais au sommaire, eh bien, c'est aussi la communauté à la base. Comment les aider davantage à résister à la pandémie Covid? Le gouvernement a lancé 2 jours de réflexion, une rencontre de haut niveau avec l'appui de l'OCDI. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique. À l'ouverture des travaux ce matin, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a donné les grandes orientations. Nous reviendrons sur le sujet dans son intégralité dans nos prochaines éditions. Avant de refermer cette édition, avant de nous quitter, un clin d'œil à l'orchestre de la gendarmerie de passage dans nos locaux. On se souvient de ces hommes vaillants à la voix d'or sur ce morceau d'Enigban, la terre natale, la patrie, le Togo. Écoutez. Suivez ce soir, ou précisément ce soir, eh bien, devinez, eh oui, au camp gendarmerie de Lomé et dans les garnisons ici et ailleurs à l'intérieur du pays. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.